Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais souligner effectivement, comme ça a été fait, la qualité et l'importance du travail réalisé. Mais j'ai un peu l'impression que dans cette étude, on a effectivement un travail très fourni sur les gains potentiels d'un approfondissement du marché unique. Mais je pense aussi que ça pourrait être une attente de nos concitoyens, avoir une approche qui peut-être évite de présenter le marché unique uniquement comme porteur de bénéfices. Évidemment, ce n'est pas dans cette commission qu'on va considérer le contraire, mais comme toute médaille a son revers, il y a aussi possiblement des effets induits qui peuvent être négatifs par le marché unique. Je pense en particulier à des cas qui ne rentrent pas dans la finalité du législateur, mais qui conduisent quand même à des manques à gagner. Je pense en particulier aux mécanismes d'optimisation fiscale, puisqu'on a des niveaux d'harmonisation différents. Que sur l'aspect marché unique et sur les questions de fiscalité, on voit que, en particulier s'agissant du marché unique numérique, on a quelques grands groupes américains qui ont fait de l'optimisation fiscale en jouant avec les différentes fiscalités un véritable sport. Et je pense aussi que sur certains secteurs, alors on a effectivement l'approfondissement du marché unique des services, mais un récent rapport de la Cour des comptes en France met en lumière un détournement. Bien sûr, ce n'est pas la législation qui est en cause, c'est l'usage et le contournement qui en est fait. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Le contournement de la libre prestation de services de la directive service pour déguiser des contrats de travail en travailleurs indépendants. Donc, on a une recrudescence de ce type de fraude qui est constatée en particulier en France. Et je pense aussi à ce qui a été évoqué pour le secteur du jeu en ligne. Évidemment, aujourd'hui, on a un marché du jeu en ligne qui est très fragmenté, c'est une réalité. Mais on voit bien qu'on n'est pas sur un secteur comme un autre. Et si on a encore cette situation, c'est aussi parce que possiblement, on est sur une activité qui est porteuse de risques. Je pense évidemment au blanchiment, aux conduites addictives, également aux risques que ça fait peser sur l'intégrité du sport. Donc, dans cette analyse-là, je pense que je regrette qu'on n'ait pas une quantification de certains phénomènes induits qui ne sont pas évidemment inhérents au marché unique, mais qui sont perceptibles par nos concitoyens et sur lesquels, à ce stade, on n'est pas en mesure d'apporter de réponse. Merci. Okay, Joseph, do you want to direct those questions for us? Yeah. Yes, thank you. Alors, Virginie, bien entendu, nous sommes prêts à poursuivre les travaux si vous nous demandez de le faire. Je voudrais vous demander la permission de passer la parole à Jacques pour la question des services. Merci. Sur la mise en œuvre de la directive service, nous n'avons pas les données les plus récentes qui pourraient être intéressantes pour la commission IMCO. Un rapport très détaillé a été élaboré en 2011 et un suivi sectoriel très précis sur 3 secteurs en 2013. Sur des questions très précises comme par exemple les formes juridiques ou dans le domaine des professions libérales, c'est très difficile parce que ce sont les États membres qui légifèrent. Comment peut-on les discipliner, les États membres, en leur laissant cette autonomie? Ça n'est pas facile à obtenir. La mise en œuvre de la directive service n'est pas aussi mauvaise que le souhaitent certains journaux, ne le disent certains journaux. Ce n'est pas aussi mauvaise que ça, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors moi je dirais, c'est à vous de décider en tant que législateur, mais je dirais que le moment est venu de faire une évaluation, du moins de faire le point de cette mise en œuvre. On pourrait faire le point, on peut demander à la Commission de le faire, mais on pourrait aussi demander, comme ça a été fait en 2010, on pourrait le faire entre États membres, les uns vis-à-vis des autres. Ils avaient été divisés en groupes de 4 ou 5 États membres et ils faisaient cette vérification entre eux. Ça avait eu des effets positifs extraordinaires parce que les États membres qui avaient par exemple une régulation plus légère sur un sujet X disaient à l'État membre où la réglementation était beaucoup plus lourde: pourquoi est-ce que vous agissez comme ça alors que nous avons moins de régulation et ça marche aussi bien? Pourquoi est-ce que vous avez des coûts beaucoup plus élevés? Et pour des tas de raisons,
c'est beaucoup mieux que lorsque c'est la Commission qui... Ça s'est beaucoup mieux passé, ça a été beaucoup plus utile que ce que la Commission aurait pu faire. Donc peut-être faudrait-il se livrer à un exercice de ce type, d'inventaire de ce type. Aux États-Unis, il y a beaucoup moins de liens entre le niveau fédéral et le niveau de l'État. Les États agissent sans du tout impliquer le niveau fédéral. Nous, au niveau européen, bon, les États membres peuvent faire un certain nombre de choses sans la Commission et sans le niveau communautaire, mais tout en améliorant aussi le marché intérieur. Comment est-ce qu'ils font ça aux États-Unis? Les États, en groupe, pas tous les 50, mais en groupe, font sur toute une série de questions concluent des pactes sans que le niveau fédéral agisse. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de régler le problème de l'hétérogénéité pour les entreprises qui se plaignent, mais on ne peut pas agir au plan européen. Par contre, les États membres peuvent volontairement dire nous voulons maintenir le droit de réglementer, mais nous allons le faire ensemble, peut-être avec un autre groupe de pays, avec une coalition de ceux qui le souhaitent, dans le but d'améliorer le marché intérieur, mais tout en préservant l'autonomie de réglementation. Alors, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais nous avons, dans les 130 pages que nous avons rédigées, nous avons fait très attention à ce que il n'y ait pas une course vers le bas dans la régulation, comme l'a dit la députée française, qui n'a pas dit que c'était comme ça, mais qui a évoqué les risques potentiels. Et c'est vrai, potentiellement, ils existent, mais nous savons que toute la discussion qui avait eu lieu pour la directive service et tous les risques ne s'étaient pas passés, sauf pour la prestation de services transfrontaliers. Et le comité économique et social, je crois, a fait une étude montrant comment cela peut fonctionner. Et je crois qu'on ne peut pas discréditer la directive service, bien au contraire. Elle a très bien fonctionné et elle est tout à fait capable de protéger contre les risques que vous avez évoqués. Bon, la taxation des entreprises est un problème que l'Union pourrait tout à fait aborder sans retirer aux États membres ce droit d'imposition, mais on pourrait faire quelque chose au niveau de l'assiette, pas du taux, pour éviter le type de problème que vous avez évoqué. Merci. Pas de course vers le bas, mais une sorte de révision par les pairs. OK. Bon.